Bonsoir Selim Jahan. Thank you. Vous êtes Bonsoir. un des visages des Nations Unies, un grand spécialiste de la lutte contre la pauvreté. Le changement climatique risque, lui aussi, de faire exploser cette pauvreté. D'après la Banque mondiale, qui vient de publier il y a quelques heures un rapport important, si ça continue, dans 15 ans, il y aura 100 millions de pauvres supplémentaires à cause du climat. Que se passe-t-il? I think we all know that there is a poverty Nous climate savons change tous nexus. qu'il y a effectivement un tournant important dû au changement climatique. Effectivement, les gens vont en souffrir davantage et finalement, on se rend compte qu'il y a une détérioration également des ressources naturelles qui vont de pair avec le changement climatique parce que les pauvres vivent dans des zones agricoles. Et si changement climatique il y a, cela aura une incidence sur l'agriculture. Le rapport de la Banque mondiale souligne que le changement climatique va amener des réductions des récoltes de 5% d'ici à 2030. Et puis, le prix des matières premières risque d'augmenter d'ici à 2030, risque d'augmenter de 12%. Donc, ceci aura évidemment une incidence sur la pauvreté. Et puis, nous savons que lorsqu'il y a une dégradation des ressources naturelles, les pauvres n'y ont pas accès et, de ce fait, ils souffrent de la faim et d'autres problèmes du même genre. Donc, si l'on peut intégrer le changement climatique dans les objectifs de développement, ici, on sera peut-être en mesure de sortir davantage de gens de la pauvreté. Et c'est justement ça, la grande nouvelle du rapport. La conférence sur le climat, la COP21, commence à Paris donc dans quelques jours. Que doivent faire les dirigeants pour empêcher cela, pour intervenir précisément pour empêcher cette progression de la pauvreté à cause du climat? Où peuvent-ils agir, Selim Jahan? That's a very interesting question. I think in COP21, C'est une question importante. Vous savez que dans la COP21, finalement, il y aura 3 grandes têtes de chapitre pour les dirigeants de la planète. D'abord, reconnaître que le changement climatique n'est pas une question isolée. Elle est liée justement à la pauvreté et on ne peut pas faire d'arbitrage entre le changement climatique et la pauvreté. Et donc, le fait de s'intéresser au changement climatique lié à la pauvreté, ça, ce sera la première approche positive et nécessaire. Deuxièmement, on parle de résistance au changement climatique dans le développement, mais vous avez beaucoup de pays qui ont reçu de l'aide de la communauté internationale, mais pour autant, cette assistance ne doit pas uniquement se limiter aux ressources, aux moyens matériels. Il doit également y avoir l'application de techniques qui ont bien fonctionné, les enseignements tirés à travers le monde des nouvelles pratiques, et puis également se concentrer sur les pays qui ont les plus grands besoins. Alors, il y a des pays très pauvres pour lesquels, bien sûr, il y aura des besoins matériels à régler avant tout. Et puis, troisième grande tête de chapitre, si je puis dire, ce qui devrait être la priorité des dirigeants au niveau national. Le changement climatique et le plan d'action ne doit pas se séparer du reste de l'action politique. Tout doit s'intégrer dans les stratégies nationales de développement, de lutte contre la pauvreté, de sorte que l'on puisse aborder ce double problème de pauvreté et de changement climatique. Donnez-nous un exemple, peut-être dans le pays d'où vous êtes originaire, le Bangladesh, qui connaît, lui, le changement climatique, qui connaît encore parfois une très grande pauvreté. Que peut-on faire là, sur le terrain? I think you couldn't have picked up a better example. C'est probablement le meilleur exemple que l'on puisse choisir. En effet, au Bangladesh, ce que nous avons fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un ministère de l'action environnementale. Et ce ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère du Plan et du ministère des Finances. Et donc, dans le cadre du plan quinquennal du Bangladesh, il y a donc ce plan d'action sur le climat qui est lié à la stratégie de développement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et une grande décision du Bangladesh. Le Bangladesh n'a pas attendu le financement extérieur pour lutter contre le changement climatique. Le Bangladesh a consacré ses propres ressources, ses propres moyens pour allouer justement du financement destiné aux projets qui visent à la fois la pauvreté et le changement climatique. Et donc, en choisissant justement
des priorités, mais également pour les ressources, cette double action a pu aborder un peu le problème déjà à un premier niveau. Et puis, le troisième grand point important pour le Bangladesh, pour ce qui est justement de ce lien entre la pauvreté et le changement climatique, il est essentiel d'investir dans les femmes. Et qu'entends-je par là? Eh bien, vous savez que les femmes dans notre pays sont chargées de la production alimentaire, mais également de la préparation du repas dans le ménage. Et dans les communautés pauvres, ce sont également les femmes qui sont obligées d'abattre les arbres pour en tirer du combustible. Et cela entraîne bien sûr de la déforestation, du déboisement. Et alors, en leur donnant d'autres solutions de rechange, des fours qui consomment moins de combustible ou bien des fours électriques qui consomment peu d'énergie, alors on peut réorienter le problème de la pauvreté, mais également créer évidemment un processus environnemental positif. Dans notre monde, qui est plein de contradictions quand on parle de pauvreté, Selim Jahan, on voit d'un côté la pauvreté extrême qui recule, elle a incroyablement reculé depuis 15 ans, depuis 20 ans, et puis d'un autre côté, on voit en Europe des centaines de milliers de réfugiés qui arrivent, qui traversent la Méditerranée, qui arrivent par la route. Est-ce que l'Europe peut accueillir ces réfugiés qui fuient la guerre, mais qui fuient aussi la pauvreté? Il y a deux niveaux de réponse à cette question. Lorsque l'on parle des réfugiés, il faut quand même faire le distinguo entre les réfugiés politiques, les demandeurs d'asile, et puis les réfugiés économiques. Alors, ce que l'on constate en Europe, c'est qu'il y a des réfugiés qui viennent de Syrie, mais également du Liban et d'autres pays. Il s'agit là essentiellement de réfugiés politiques qui sont chassés de leur pays par la situation qui prévaut. Et puis vous avez les réfugiés économiques, c'est-à-dire des gens qui fuient leur pays pour trouver de meilleures opportunités économiques pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Alors, si l'on établit ce distinguo, alors, on voit que les réfugiés politiques relèvent souvent de questions, disons, humanitaires. Pour ce qui est des réfugiés économiques, alors bien entendu, le pays hôte a l'option de décider de ce qu'il veut faire de ces réfugiés-là, des réfugiés économiques, et c'est là que je voudrais faire cette deuxième observation. Dans les pays en développement, le dividende démographique n'est plus rentable en quelque sorte. Vous avez une faible croissance économique, mais la croissance démographique va à l'encontre de la croissance économique. Et dans les pays développés, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre pour assurer la croissance. Et alors, dans les pays développés, dans 15-20 ans, lorsqu'il n'y aura pas assez de main-d'œuvre, eh bien justement, la question se posera de trouver de la main-d'œuvre. Et à ce moment-là, les réfugiés économiques pourraient apporter une réponse à cette question. Mais enfin, c'est un dialogue qui doit vraiment s'établir dans la société européenne. Il faudra trouver des réponses. Enfin, dernière observation sur ce point. Lorsqu'on a affaire à des réfugiés économiques, il y a également des avantages économiques à l'arrivée de réfugiés, des avantages également culturels, parce qu'il y a une diversité culturelle peut s'installer de manière positive également pour la société. Mais enfin, là encore, ce sont des questions qui doivent faire l'objet de débats ouverts au sein des sociétés d'accueil. Selim Jahan, est-ce que vous êtes en train de dire aux Européens, aux Français qui se posent des questions, qui s'inquiètent de voir arriver tous ces réfugiés, il faut les accueillir, c'est une bonne nouvelle culturellement, économiquement. Vous savez que beaucoup ont du mal à entendre cela. L'Europe est en crise déjà. Vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'il y ait un dialogue, un débat autour de cette question, mettre les choses à plat sur la table. Seule la France, l'Union européenne peuvent en parler de manière posée, mais en regardant tous les aspects, en examinant tous les aspects. Évidemment, ça fait des siècles que les gens fuient leur pays pour des raisons économiques. Ils sont attirés par les pays ou bien ils sont chassés de leur pays. Mais là, ici, on a affaire à une situation quand même particulière qui doit être traité par la France, par l'Europe, mais également par tous les pays concernés pour voir ce que sont les aspects positifs et négatifs de ces mouvements. Donc c'est une décision sociale, un choix social qui doit être pris pour l'Europe et pour la France. Pour un homme de l'extérieur comme moi, je n'ai pas de réponse à apporter, encore moins à dicter, je n'ai pas la solution tout trouver, ce sera à la France à trouver la réponse à travers le dialogue, le débat, et je pense que vous trouverez une solution acceptable pour tous.
Merci Selim Jahan, en charge du développement humain aux Nations Unies. Je signale que vous participez en ce moment au forum Nouveau Monde qui se déroule à Paris en partenariat avec France Info. Merci aussi à Robert Wolfenstein qui a traduit vos propos ce soir. Thank you very much for giving me the opportunity. Et merci de m'avoir donné la parole.